ce n'est pas une ferme comme les autres que nous allons visiter aujourd'hui. Je vous emmène à Ciney, à l'École provinciale d'agronomie et des sciences pour parler enseignement et formation. Bonjour Bertrand. Bonjour Christelle. Alors, cette école, c'est quand même pas une école comme les autres ici, donc vous allez nous expliquer ça. Avec un grand plaisir. Alors, on voit déjà que les élèves sont au travail, et est-ce qu'ils ont beaucoup de pratiques comme ceci? Ils ont énormément de cours pratiques, donc on alterne toujours des cours pratiques, des cours techniques, des cours théoriques. Donc ils ont des heures ici à l'atelier de mécanique dans lequel on se trouve aujourd'hui, pour justement travailler sur les machines qu'ils utilisent au quotidien dans leurs autres cours pratiques, les cours plus à caractère agronomique. C'est ça. Alors justement, vous formez uniquement au métier d'agriculteur? Non, absolument pas. Donc notre enseignement s'articule sur 3 axes. Nous avons les techniques de transition. Là, nous avons un enseignement qui est plus consacré aux sciences appliquées, sciences agronomiques, qui leur permettent après de poursuivre vers des études supérieures, que ce soit universitaire ou dans l'enseignement supérieur. Nous avons des cours de l'enseignement qualifiant, donc des techniques de qualification, avec une option agricole qui constitue la majorité évidemment de nos élèves. Également des techniques de qualification en environnement, en horticulture, également en agroéquipement. Donc le travail se fait principalement ici dans l'atelier, c'est un travail sur les machines. Et nous avons ouvert maintenant une nouvelle option qui s'appelle les industries agroalimentaires, puisque nous nous rendons compte qu'il y a une demande vraiment de spécificité et d'un enseignement encore plus poussé dans ces techniques-là. Mais c'est vrai que le métier a fort évolué en fait. Le métier a considérablement évolué et les élèves maintenant sont amenés à avoir une formation théorique très poussée, très solide, qui s'articule également avec des cours de pratique professionnelle, des cours techniques, des cours de gestion, des cours de chimie également dans des laboratoires et évidemment des cours qui se font dans l'atelier. Alors, est-ce que c'est toujours des fils d'agriculteurs qui viennent ici à l'école? C'est une question qu'on nous pose souvent en effet. Alors, je vais dire un petit peu de moins en moins. C'est vrai qu'il y a une tendance, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'élèves qui viennent d'un milieu familial issu du monde purement agricole. Nous avons des élèves de tous horizons qui sont toujours intéressés évidemment par ce qu'on appelle les sciences agronomiques, par l'agronomie d'une manière générale, le savoir vert, le respect de l'environnement, le travail sur la terre, sur les sciences, oui. Et est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que je veux dire, ils ont un emploi après ou il faut encore qu'ils fassent des études? On a toujours dit chez nous en tous les cas que chaque élève qui sortait trouvait un emploi. Parce qu'en général, il y a une demande qui est de plus en plus considérable, même si on dit toujours qu'il y a de moins en moins d'exploitation agricole d'une manière générale. Mais nos élèves sont amenés évidemment à avoir des débouchés, que ce soit dans le monde agricole, mais également dans le monde de la transformation des produits, dans des laboratoires également. On forme des techniciens également en laboratoire ou en environnement ou en horticulture. Oui, oui, il y a du travail. Bien, sur ces bonnes nouvelles, on va découvrir au fil de cette émission votre établissement. Mais vous allez voir, il n'y a pas non plus que des écoles pour se former en agriculture. Ces adultes n'ont pas de formation agricole, mais comme ils ont un projet en agriculture, ils suivent les cours A et B pour bénéficier des aides à l'installation et à l'investissement. Il y a le cours A qui est le cours de technique agricole, tant en production végétale qu'animale. Et donc là, c'est le minimum requis en agronomie. Et puis, s'en suivent les cours B, donc les cours de gestion et d'économie agricole, où là, les participants vont acquérir tout ce qui est relatif aux compétences du chef d'exploitation. Donc les cours de comptabilité de gestion, les cours juridiques, tout ce qui est relatif à l'environnement, à la politique agricole commune, etc., les assurances comme aujourd'hui. La FJA compte 13 lieux de formation en Wallonie et son pendant, la FUGA, 4. Au total, près de 500 élèves se sont inscrits cette année, soit en cours de jour sur une année, soit en cours du soir sur 2 ans. Parce que j'aimerais bien reprendre l'activité de mes parents, je suis dedans depuis que je suis tout petit, voilà, j'aime bien, c'est l'occasion maintenant de le faire. C'est difficile? Oui, quand même, assez. Surtout les premiers cours, les cours étaient assez durs et puis maintenant ça commence à aller un peu. Moi, j'ai mes parents qui aussi ont une exploitation agricole et mon compagnon en avait une et voilà, c'est comme ça que je suis revenue sur la ferme. En fait, j'étais secrétaire juridique avant, donc je travaillais chez un avocat et j'ai tout laissé tomber pour revenir sur l'exploitation. Si beaucoup sont du milieu agricole, de plus en plus d'élèves sont en reconversion professionnelle. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai une formation de laborantine et j'ai travaillé pendant 15 ans dans les laboratoires. J'en avais un petit peu fait le tour et j'avais vraiment envie à un moment donné dans ma vie de changer complètement de voie, de revenir à quelque chose de lié à la terre, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai 35 ans, je me suis dit c'est le moment et j'ai vraiment décidé de me reconvertir complètement
dans un projet, pour ma part, qui sera essentiellement du maraîchage et du petit élevage. Ces cours théoriques doivent être suivis par un stage de minimum 20 jours. Ce stage est aussi obligatoire pour ceux qui ont déjà une formation agricole et qui veulent prétendre aux aides. Je suis issu du monde agricole, c'est une exploitation chez mes parents, mais c'était une exploitation qui n'est pas du tout la même que celle ici dans laquelle j'ai fait mon stage. Et c'est vrai que je voulais découvrir notamment la culture de la betterave fourragère, puisque chez moi il s'agit d'une exploitation laitière principalement. Et afin de réduire les coûts en alimentation, ben voilà, il y avait une volonté d'essayer de découvrir cette culture pour réduire les coûts dans ma future exploitation. Convaincu? Convaincu, tout à fait, oui. Le but principal, c'est de trouver une ferme qui a un maximum de cohésion avec le projet d'installation du jeune. Donc, si il travaille sur une ferme blanc-bleu et qu'il désire reprendre une ferme en blanc-bleu, eh ben, on va essayer de l'aiguiller vers un maître de stage qui a une façon de travailler, une façon d'alimenter différente pour qu'il puisse quand même amener une plus-value nécessaire qui lui permette d'être le plus compétitif possible dans son futur métier d'agriculteur. Aller dans une ferme en cogestion intéressait aussi Kevin pour la répartition des tâches et l'organisation du travail. L'expérience fut aussi enrichissante pour Vincent, son maître de stage. C'est la première fois que j'ai un stagiaire et content d'avoir parce que c'est une expérience aussi pour moi. Apprendre un peu aux jeunes qu'est-ce que c'est la vie de l'agriculture qui n'est pas facile à l'heure actuelle, surtout pour le moment. On ne sait pas, même moi aussi personnellement j'ai un fils qui va reprendre l'exploitation ici avec nous et je ne sais pas si je fais bien de lui faire reprendre l'exploitation aujourd'hui ou pas. C'est des questions que je me pose, mais voilà, il est tellement mordu que... La passion prend le dessus. Aujourd'hui, seuls les passionnés font le choix de ce métier. Alors ici, on se trouve dans la ferme de l'école provinciale donc de Ciney. C'est quand même particulier d'avoir une ferme au sein d'une école. Ah, tout à fait, mais c'est un outil pédagogique, c'est une ferme d'application qui est destinée aux élèves. Ils sont immergés dans les tâches agricoles qu'ils vont rencontrer dans le futur. Donc c'est une ferme qui justifie tout à fait Et vous avez beaucoup d'animaux comme ça? Oh, on a une centaine de bovins, on a des vaches laitières, une cinquantaine de vaches laitières. On a un petit troupeau de race blanc-bleu avec 50 vaches allaitantes. On a également un troupeau de moutons, Île-de-France, et un cheptel de volailles bio. Alors, c'est important évidemment de leur enseigner des choses pratiques, hein, évidemment pour leur futur, et c'est, je suppose, ce qu'ils préfèrent aussi, non? Oui, ça c'est sûr. Oui, clairement, donc à partir de la 3e année, ils ont des travaux pratiques, hein. Donc ils font principalement de l'observation et de l'analyse un petit peu du comportement des animaux. Ils font une approche du matériel agricole, ils vont observer les cultures, regarder ce qui s'y passe, etc. Ensuite, à partir de la 5e, là, ils s'impliquent plus concrètement, ils ont des tâches à faire, des boulots exécutés. Par exemple, au niveau des cultures, ils vont de l'implantation du labour jusqu'à la préparation du sol, le semis, le suivi sanitaire des cultures, et ils vont jusqu'à la récolte. Donc ils conduisent le tracteur, ils règlent le matériel, ils jalonnent les terres, ils vont suivre pour voir s'il n'y a pas de carence au niveau engrais. Donc avec leur professeur de phyto, ils suivent ça de près, quoi. Alors ce qui est assez particulier, c'est que vous avez même une classe en fait au sein de cette étable. Oui, tout à fait. C'est notre classe, c'est notre local de zootechnie qui est destiné à de l'observation, mais également pour les professeurs de travaux pratiques. Quand ils ont une explication peut-être un peu plus théorique à donner, ça leur permet de monter là dans la classe et d'emmener les élèves avec eux. Mais cette classe a la particularité de donner sur la salle de traite et sur les tables des vaches laitières. Oui, c'est ça, parce qu'on a juste la traite là, qui se déroule en ce moment. Mais les élèves aussi participent à ça. Oui, les élèves participent à la traite. Il y a des formations spécialement prévues à la traite, mais au quotidien, on a des stagiaires de 2e ou 3e année qui viennent participer à la traite avec les ouvriers de l'école. Oui, parce que vous avez des ouvriers pour tous les autres jours de l'année. Voilà, donc une ferme tourne tous les jours de l'année, tous les week-ends, donc on est obligé d'avoir une équipe d'ouvriers qui assure le bon fonctionnement de l'exploitation quand les élèves ne sont pas là. Bien, mais merci pour toutes ces explications. Je vous propose maintenant de voir un exemple de formation en agriculture tout près de chez vous.
ça là, je l'ai mis. Et le noir et le rose orange aussi. Maximium. L'enseignement agronomique et horticole à Gembloux est riche et diversifié. Jugez plutôt une faculté qui forme les futurs bio-ingénieurs, une haute école qui prépare les futurs architectes paysagistes, et puis l'Institut technique horticole qui accueille les élèves du secondaire pour toute une série de formations axées autour de l'horticulture. Présentation en compagnie de son directeur. On est dans une école d'enseignement secondaire ordinaire dans laquelle on n'a que du technique et du professionnel. Et toutes nos sections techniques sont orientées vers l'agronomie, donc des sections en horticulture, en sylviculture, en fleuristerie, en mécanique horticole, en parc et jardin, j'en ai oublié, et en sciences appliquées également. Alors, les élèves ici sont accueillis à partir de quel âge? Alors on accueille les élèves à partir de la première commune, mais ils s'orientent vers les secteurs qu'ils choisissent à partir de la troisième, et donc ils font 4 ans, soit en technique de qualification, soit en professionnel, et après ça ils peuvent se spécialiser dans une 7e professionnelle. On propose la parc et jardin, on propose de la mécanique horticole, on propose une 7e professionnelle en art floral, et on propose également une 7e très prisée qui est grimpeur et lagueur, arboriste grimpeur et lagueur. Au sein de la filière horticole, on trouve le domaine des productions maraîchères, une section qui enseigne aux élèves la culture d'une centaine de légumes que l'on peut produire toute l'année en serre, sous tunnel ou en plein champ. Aujourd'hui, de plus en plus d'élèves s'orientent vers cette profession qui a le vent en poupe. C'est le métier d'avenir. Aussi bien l'aménagement de jardin est encore, mais le métier maintenant sur lequel il faut surfer, c'est vraiment la culture maraîchère. Elle a le vent en poupe, pourquoi? Et grâce à quoi? Tout simplement grâce aux produits bio, les producteurs locaux également, qui ont lancé une mouvance et les gens sont très réceptifs à cela. Et là, tu es sûr et certain que tu as 50 cm du bord. Tu fais ton trou, tu la mets, tu fais bien comme je t'ai montré. Depuis que je suis petit, j'aime bien tout ce qui est l'aménagement de jardin, le maraîcher, tout ça. Et je trouve qu'on ne fait pas assez de maraîcher pour le moment. Alors je voudrais bien me lancer dans ça plus tard. Je suis ici pour apprendre le métier justement, parce que je trouve ici il y a assez de culture pour apprendre, pour l'avenir. Sinon, je ne serais pas dans cette école, en tout cas. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de cultiver, de produire des légumes? Premièrement, parce qu'on sait ce qu'on mange. Puis, c'est le rapport avec aussi le client de pouvoir vendre soi-même sa production. Et après, faire produire local et petit. Pas qu'on lance dans des grandes exploitations. Quelles sont les qualités pour devenir un futur bon maraîcher? Alors, ils doivent avoir de la rigueur, ils doivent connaître les calendriers de culture qu'ils pourront exploiter et également ne pas avoir peur de travailler de longues journées. Et sous la pluie ou sous le soleil? Voilà, tout à fait. Comme je dis, on n'est pas fait de sucre, on ne fond pas. Donc les travaux doivent se faire à toute saison. Voilà, alors nous sommes toujours à l'école provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney. Je vais maintenant aller voir un étudiant qui est en train de faire un exercice de manipulation des animaux et je pense administrer un produit. Alors bonjour Valentin. Bonjour. C'est quoi ça, ce pistolet? C'est un pistolet drogueur, donc tout ce qui est administration buccale. Et alors ici c'est un produit contre la douve. Et alors vous allez mettre, comment vous faites là? Je vais chatouiller la crête palatine de l'animal, donc c'est ici dans la bouche. Et alors instroguer le pistolet et le rentrer jusqu'ici plus ou moins. Vas-y, on va voir. Ouais, c'est assez technique en fait. Hein, Il y a parfois où ça va tout seul. Ils aiment faire ça, là, les animaux, ou pas trop? Ça, tout dépend de l'animal, mais... Bon, et toi, tu aimes ce métier? Ah ouais, ça moi j'en suis fou. Et tu es fils d'agriculteur toi-même ou... Mon oncle est agriculteur. Et c'est ça qui t'a donné le goût, quoi? Ouais, exactement, depuis tout petit. Et cette école, alors, qu'est-ce qui te plaît ici? Les cours pratiques, surtout. Et alors, tout ce que j'apprends, quoi. Donc, tout ce qui est production végétale, bio-animale et tout ça. Alors, voilà. Voilà, on remet une dose.
voilà, bon, ben, pendant que Valentin termine d'administrer le vermifuge, eh ben, moi je vous propose de voir la séquence d'Antoine et Pablo. Je tourne, moi. Bonjour tout le monde. Au menu ce mois-ci, une découverte, celle d'un élevage de pigeons wallons. Il n'y en a pas beaucoup. On a trouvé l'un des rares éleveurs. Il s'appelle Raymond Daxley. On va tout de suite aller le rencontrer. On arrive, hein. Allez, c'est par là, ça monte. Ça ira. Voilà, monsieur Daxley, bonjour. Ça sent le pigeon, Pablo. Ça sent le pigeon. Mais c'est des pigeons ou des colombes, ça? C'est tout blanc. Pigeons. Ce sont vraiment des pigeons. Le véritable pigeon de chair, comme on dit. C'est un pigeon très gros et qui reproduit très bien pendant l'année, toute l'année. Disons qu'au point de vue poids, il fait à peu près le double du pigeon que l'on trouve en ville, qui est le pigeon voyageur. Nous allons voir des pigeons qui sont à l'âge de 28 jours, donc qui vont être abattus prochainement. Et alors, on mange quelle partie du pigeon? Le tout. Disons que ce qui est intéressant, c'est ici le blanc. Comment est-ce qu'on devient en fait éleveur de pigeons? Il faut naître éleveur, il faut aimer les bêtes, parce que c'est quand même assez contraignant également. C'est un peu de main d'œuvre tous les jours. Et alors la formation des couples qui prend quand même du temps aussi, parce qu'il faut prendre le temps de les repérer. Une agence matrimoniale quelque part? Quelque part, oui. Mais qui ne donne pas trop de travail, parce que le pigeon est fidèle. Donc quand il a choisi une pigeonne, il ne change plus. C'est pas comme les hommes. Non, pas tout à fait. Et vous êtes vous-même fidèle alors? Oui, je suis pigeon. C'est bien d'avouer, Pablo. C'est un poussin en fait. C'est un petit qui vient d'avoir 2 jours, entre 2 et 3 jours. Pendant les premiers jours, ils doublent leur poids en 24 heures. Ensuite, ils font entre 50 et 100 grammes par jour. Vous donnez quoi à manger aux pigeons pour qu'ils soient comme ça? Uniquement du maïs, du froment, les protéines qu'on amène sous forme de pois ou de vesses. Le papa pigeon. Oui. Il y a les papas poules et il y a les papas pigeons. Voilà, si vous voulez. Ah, une attaque de pigeon! Et vous recoulez, vous? Non. Vous parlez pas pigeon? Non, on parle pas pigeon. Vous avez dit que vous étiez un pigeon. Oui, pour certaines choses. Oui. Et ça, c'est un voyageur qui s'est perdu, non? Disons que la majorité ici, ce sont des myrtilles blancs. Il y a des myrtilles colorées également. Et c'est un qui faisait partie des myrtilles colorées. C'est le vilain petit pigeon. Oui, si on veut. Mais qui a toujours la même femme. Je ne sais pas. Je pense qu'on attend des pigeons. Ah, voilà! Voilà! Bah, ils ont plus la même tête, hein? Ah non, la tête, elle a disparu. C'est plus les mêmes que tout à l'heure, hein? Non, ils sont déplumés maintenant. Ils vidés. Décapités et tout. Oui, prêts à être cuits. C'est une très bonne viande, sans gras. On la conseille souvent aux malades, d'ailleurs, en revalidation. Ça donne un coup de fouet. Ben voilà. On en sait donc maintenant plus sur le pigeon. Je vous invite à goûter parce que c'est vrai, c'est une viande assez bonne, assez rare, on va dire, mais qui vaut vraiment la peine. Merci à Raymond de nous avoir accueillis. De rien. Merci à vous. Continuez à les remplir jusqu'au bout. Et il faut bien que ça déborde en fait. Il faut que ça soit assez bombé. Comme ça, quand le fromage lactique va redescendre, ils seront assez importants. Alors Karim, bonjour. Bonjour Christelle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec ces élèves? En fait, on est en train de préparer les fromages frais pour le magasin de vendredi. Et donc, on est en train de simplement de mouler les fromages frais. Et derrière, on a pu préparer la maquée qui sera vendue en vrac. Oui, parce qu'ici, on se trouve donc dans le pôle fromager de l'école. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est ce pôle fromager. En fait, le pôle est mis à la disposition des producteurs. On est une aide aux producteurs de la région. Oui. On a 3 missions. La première est qu'on se déplace chez les producteurs. On produit une fois avec eux chez eux pour qu'ils aient une idée que peut engendrer une fabrication de fromage. Notre deuxième mission, on les forme ici. On leur donne des formations théoriques et pratiques dans l'atelier. Et notre troisième mission, on met à disposition notre savoir-faire et l'atelier. On leur loue le pôle fromager pour qu'ils viennent transformer leur lait ici. En attendant d'avoir ça chez eux, leur atelier, quoi. Oui, voilà. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'elles font, ces élèves? Donc ici, elles sont en train de laver les fromages qui seront également vendus ce vendredi. Elles frottent la croûte pour enlever les petites moisissures qui pourraient pousser sur les fromages.
En fait, vous faites toutes sortes de fromages, en fait. Oui, on fait des pâtes pressées, des pâtes cuites, des pâtes molles, du yaourt, des fromages frais, des fromages lactiques. On fait plusieurs fromages différents. Alors, d'ailleurs, je vois ce beau plateau. Là, ça donne envie de goûter. Hein. Oui. Bon, on va le goûter, hein, ce bon fromage, parce qu'en plus, dans le Chant du Coq, on a une nouvelle séquence Mangeons Wallon avec Ludovic Van Ackere qui va distiller ses recettes et ses petits trucs au fil de nos émissions. Et aujourd'hui, il vous propose des chips à l'avoine pour l'apéro. Alors, moi, je goûte. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence de Mangeons Wallon. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'une petite bulle, d'un chandéol pour l'apéritif. Tout d'abord, on va commencer. Un apéritif ne se passe jamais sans chips. On va en faire un peu différent, avec un peu plus sain que la normale. J'ai pris des flocons d'avoine, belges bien sûr. Ici, j'ai choisi graines de curieux pour ceci, pour ne pas les citer. Je vais juste mettre un peu d'eau à hauteur. Et ça, on va les laisser cuire durant 2 minutes à feu moyen avec une petite ébullition. Une pointe de sel et on va simplement faire bouillir tout ça. Voilà, donc ça, on va faire bouillir tout ça. C'est le moment d'en parler justement du chandéol. En fait, c'est du côté de Kévy, c'est près de Mons. C'est un petit vigneron, entre guillemets, mais ils ont quand même déjà une dizaine d'hectares. Essentiellement du chardonnay. En fait, ils vont faire uniquement des bulles en rosé et en blanche. Ces bulles sont vraiment idéales pour l'apéritif, sont très fines, très agréables et c'est vraiment une des choses à découvrir dans notre joli terroir. On va quand même faire fonctionner et goûter pour lier l'utile à l'agréable. Vous voyez vraiment cette belle robe bien claire, une pétillance très fine. C'est vraiment un gage d'une qualité. Cette pétillance très fine est due aussi à son passage sur latte pendant 18 mois, dû à la méthode traditionnelle, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très fin. Enfin voilà, santé à vous. On va revenir aux chips dans quelques instants. Ce qui est vraiment gai, c'est cette pleine puissance du chardonnay en bouche. Vraiment très agréable. Si j'ai pas mis assez d'eau, j'en remets un petit peu. N'hésitez pas à faire la même chose à la maison. On va juste mélanger un peu pour que ça travaille bien. On cuit comme ça pendant encore plus ou moins 30 secondes. Et on va mettre le tout au mixeur. On rajoutera donc par la suite un peu de fécule de pomme de terre. Ça pourra apporter vraiment le côté crack du chips et ça va être vraiment très chouette. Pendant que ça cuit, on va également faire les petites épices. Ici aujourd'hui j'ai choisi de mettre des graines d'anis vert que je vais travailler au pilon pour avoir vraiment une poussière. Je trouve que la finesse du côté anisé est vraiment intéressante à découvrir et cette finesse va vraiment venir souligner le côté chardonnay. Donc juste bien écraser afin d'avoir vraiment une belle petite poussière. C'est très important d'avoir quelque chose de très fin pour ne pas avoir de morceaux dans le chips. Et on vient juste reprendre quelques graines qu'on va mettre dedans. On met juste la fécule de pomme de terre. Donc ici pour 100 g de flocons, j'ai mis plus ou moins 150 g d'eau et je vais mettre 2 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre. Ici, on va mixer le tout. N'hésitez pas éventuellement, si besoin est, de rajouter une pointe d'eau. Et donc on obtient une belle petite pâte comme ceci. Un petit peu élastique, un peu collante. C'est grâce au flocon d'avoine. Et je vais venir étaler simplement mon chips comme ceci, afin d'avoir quelque chose de régulier. On va faire bien sûr toute la plaque, après on les passe au four pendant plus ou moins 20 minutes à 150 degrés et alors on va obtenir ce genre de chips. Et donc c'est très sain, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien, c'est passé au four et donc c'est très croquant mais par contre ça a le même plaisir que n'importe quel chips mauvais du commerce. Et donc voilà, merci à vous et santé, à bientôt. Ici dans le labo Sciences Agro où les élèves sont en train de déterminer la quantité de minéraux qui se trouvent dans le lait. Ils ont pour ça fait cailler le lait et puis ils l'ont filtré. C'est un bon exercice pour terminer cette émission d'Au Chant du Coq. Merci à toute l'équipe, merci à l'école provinciale de ciné qui nous a accueillis aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour parler de la filière ovine. À très bientôt.
À noter dans votre agenda, Orecatel, le salon des professionnels de l'Oreca, se déroule jusqu'au 15 mars au WEX à Marche-en-Famenne. C'est bientôt le printemps, les pépiniéristes ouvrent leurs portes du 17 au 19 mars. Pour découvrir la race Holstein, la star des vaches laitières, rendez-vous à la Nuit de la Holstein le 18 mars au Lec à Libramont. Et enfin, le salon BioFoodle consacré au bio a lieu du 24 au 26 mars au Charleroi Expo. À très bientôt.